Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Connaissez-vous les tests ADN récréatifs qui cartonnent dans de nombreux pays ? Ils sont interdits en France mais très faciles à obtenir, sur Internet par exemple, en passant commande auprès d'entreprises privées basées à l'étranger. À partir d'un simple prélèvement de salive, ces tests permettent à chacun d'en savoir plus sur ses origines. Dans cet épisode de Code Source, vous allez entendre le témoignage de Sophie Brugeil. En offrant un de ses kits ADN à son fils il y a 2 ans, cette journaliste a fait une découverte qui a bouleversé sa vie. Elle raconte son histoire au micro d'Ambre Rosala. Sophie Brugeil me donne rendez-vous dans un bel hôtel du 10e arrondissement de Paris, où elle a l'habitude de faire des interviews en tant que journaliste. Nous arrivons presque en même temps, et je découvre une petite femme pétillante, avec des cheveux blonds, des yeux bleus et qui porte un manteau rouge. Nous nous installons et elle commence à me raconter. Sophie est née le 3 octobre 1972 dans le 20e arrondissement de Paris. Sa mère est employée de banque et son père travaille au ministère de la Défense. Comme elle est fille unique, Sophie grandit seule avec ses parents. J'étais très solitaire, je jouais beaucoup toute seule, donc je pense que ça a beaucoup développé mon imaginaire parce que je me mettais en scène beaucoup dans des tas de jeux. Je jouais à la bibliothécaire, à la maman, à tout un tas de choses toute seule. J'avais un fort sentiment de peur de déranger tout le temps parce que j'ai été élevée dans l'idée qu'il ne faut pas se faire remarquer, il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas prêter le flanc aux critiques, enfin voilà. Réservée, timide, polie, une fille unique, bien propre. Sophie est aussi une petite fille très angoissée. À l'adolescence, ses rapports avec ses parents se font de plus en plus distants et Sophie voit ses angoisses prendre une nouvelle forme. Au lycée, j'ai glissé dans la boulimie. Je me cachais pour vider les paquets de gâteaux. Je séchais la cantine pour manger à ma faim entre midi et 2 chez moi. J'avais pris 10 kilos. Ce qui pour moi était beaucoup parce que je suis petite. J'ai grossi, j'étais mal dans ma peau et surtout je ne savais pas pourquoi j'étais comme ça. Et je sentais que mes parents ne comprenaient pas non plus pourquoi j'étais comme ça et qu'ils minimisaient. Ils me disaient c'est normal à ton âge, c'est l'adolescence, il y a plein de filles qui grossissent à l'adolescence. Et moi je savais que c'était pas que ça. Après le bac, Sophie fait des études de langue sans trop savoir quoi faire comme métier. Ses parents aimeraient qu'elle devienne fonctionnaire, mais elle ne veut pas. Elle décroche un stage dans une émission de télé et devient attachée de presse, puis journaliste. Et même une fois adulte, ses relations avec ses parents ne s'améliorent pas. Je crois que je ne suis jamais devenue adulte. Ils m'ont maintenue dans une position de petite fille unique, surtout ma maman, qui était toujours là à juger tout ce que je faisais. Quoi que je fasse, ça n'allait jamais. Ça va des petits copains que j'ai pu avoir au tout début, à mes choix professionnels, à mes sorties. Mais pourquoi tu sors encore et quand est-ce que tu vas te poser et pourquoi tu... Ouais, tout ce que je faisais, tous mes choix. Puis j'avais l'impression qu'elle m'avait un peu coupé les ailes à force de me montrer le monde comme quelque chose d'hyper dangereux et pas fait pour moi. C'est-à-dire qu'un jour, elle m'a dit qu'il fallait pas que je fasse des choses, partir à l'étranger ou faire un GR avec mon copain de l'époque, de la randonnée. Voilà, elle me disait, c'est pas pour toi, ça. Toi, t'es une petite poupée de salon. Un jour, Sophie reste coincée quelques minutes dans le métro, après une panne d'électricité. L'angoisse l'envahit. Et à partir de là, elle développe une violente claustrophobie. Du jour au lendemain, elle n'est plus capable de prendre le métro, fait tous ses trajets en bus ou à pied, et n'ose plus monter dans un ascenseur, sans comprendre d'où ça vient. Une dizaine d'années plus tard, quand Sophie a 31 ans, elle rencontre Dominique. Il est d'origine sicilienne et il a 18 ans de plus qu'elle. Ils tombent très vite amoureux et Dominique demande Sophie en mariage en février 2004, 4 mois seulement après leur rencontre. Ils se marient l'été qui suit et Sophie tombe enceinte. Elle accouche de leur premier fils, Raphaël, en octobre 2005, puis ils ont un deuxième enfant, Diego, 1 an et demi plus tard. En octobre 2019, quelques semaines avant le 14e anniversaire de son premier fils Raphaël, Sophie cherche une idée de cadeau à lui offrir.
Pour la première fois, j'ai aucune idée. 14 ans, ils ont tout. Les Lego, c'est fini. Je suis pas forcément au courant de tout ce qui se fait. Et là, il me dit, je voudrais un kit ADN. MyHeritage, j'ai des copains qui l'ont fait, c'est super. On peut voir les origines ethniques de la famille. Et comme papa est sicilien, ça va être super. Il y a eu beaucoup de peuples qui sont passés en Sicile. Enfin, il me le vend super bien sous l'angle historique, géographique, scientifique. On étudie la génétique à l'école, c'est génial. Donc, sur le coup, j'essaye de le dissuader parce que je trouve que ça ressemble pas à un cadeau. Et puis oui, je me dis après tout, il a cette curiosité, pourquoi pas, c'est marrant. À l'époque, je suis pas certaine que ce soit légal, mais je vérifie pas forcément. Voilà, je suis dans autre chose, je me dis bon ok, et je commande. Ça arrive quelques semaines après, il gère le truc tout seul, il se passe son écouvillon dans la bouche, il s'inscrit sur Internet, je ne gère rien, il me donne juste le test à poster, il me dit tiens, je l'ai fait, tu le posteras demain. Voilà, j'ai regardé l'enveloppe, j'ai vu que ça partait au Texas, je me suis dit bon, c'est étrange ce truc. J'ai envoyé l'enveloppe et puis je suis passée à autre chose et j'ai continué ma vie comme d'habitude. Et puis un mois plus tard, il a reçu les résultats sur sa boîte mail. Et il me dit, oh là là, c'est génial, regarde, les pourcentages, 36% machin. Enfin bon, c'était plutôt marrant, vous voyez les origines ethniques de la famille. Et il y a un petit onglet dont on ignorait l'existence qui s'appelle Correspondance ADN, dans lequel il y a la liste de tous les gens qui ont fait ce test et qui ont de l'ADN commun avec vous. Donc là, mon fils découvre la liste des gens qui ont de l'ADN commun avec lui. Il y a beaucoup de cousins italiens, je reconnais tous les noms, je me dis que tout le monde a fait ce test, c'est incroyable. Et au milieu de tous ces noms italiens, je vois un nom français qui me parle même beaucoup. C'est quelqu'un que j'ai très bien connu, qui travaillait avec ma maman quand j'étais petite et qui venait à la maison et que j'ai même appelé Papy de Paris jusqu'à mes 8 ans à peu près. Mais c'est pas son prénom, c'est son nom, mais c'est pas son prénom. La personne qui a de l'ADN commun avec Raphaël, c'est quelqu'un qui a 42 ans, mais qui porte ce nom. Donc voilà, j'ai un tiroir qui s'ouvre, une ampoule qui s'allume, et je le dis. On est au téléphone avec mes parents, il y a le haut-parleur, et ma parole précède ma pensée, et je dis « Oh là là, maman, c'est marrant, il y a un type dans les correspondances ADN de Raphaël, il porte le même nom que ton collègue là, qui venait à la maison et que j'appelais Papy de Paris. » Et je ris. « Oh là là, c'est dingue !» Sophie cherche sur les réseaux sociaux l'homme avec qui son fils a de l'ADN commun. Comme le nom de famille n'est pas courant, elle le retrouve assez facilement. Elle se demande s'il a un lien de parenté avec l'ancien collègue de sa mère, alors Sophie lui envoie un message. Et il me répond que oui, que cette personne est son grand-oncle, je crois. Ça me paraît tellement fou, l'information elle est trop grande, elle rentre pas quoi. C'est un truc, voilà, ça m'enveloppe, mais... En fait, c'est pas moi qui prends conscience, c'est mon corps. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est moi qui sombre dans un puissant déni et je fais n'importe quoi. Je mange plus, quasiment plus, le minimum vital. J'ai plus d'appétit. Je maigris tellement que en novembre, j'avais une remise de prix pour une pièce de théâtre que j'ai écrite et mes parents sont venus et ils m'avaient pas vue depuis plusieurs semaines, même peut-être 2 mois. Et ils ont eu peur. Ils m'ont pris à part et m'ont demandé si j'étais malade, si je leur dirais, si j'avais quelque chose de grave. Et moi, je ne comprenais pas du tout de quoi ils parlaient, parce que je ne me rendais pas compte. Puis Sophie ressent le besoin de s'isoler, sans comprendre pourquoi. Tout ce qui ressemblait à une famille bien rangée me heurtait. C'est comme si je volais au-dessus de moi-même. Je me vois répondre à une annonce pour une chambre de bonne dans le quartier, aller rencontrer le propriétaire... signer mon bail, récupérer des clés et annoncer à la maison que j'allais partir de temps en temps, voilà, 1 semaine sur 2, que j'étais là, que s'ils avaient besoin de moi, j'étais là, mais que j'avais besoin d'être seule. Ce qui a été un énorme choc pour eux, parce qu'ils n'ont rien vu venir non plus. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Pour le Noël qui suit l'anniversaire de son fils, en décembre 2019, Sophie décide de commander 5 nouveaux tests, pour elle, son père et des cousins. Et elle offre ses kits ADN le soir du réveillon. Tout le monde est un peu surpris, mais joue le jeu. Et les tests de Sophie, son père et ses cousins, sont envoyés aux États-Unis quelques jours après. Et quand les résultats arrivent, ils arrivent sur l'adresse mail de mon fils, puisque c'est lui qui a géré pour tout le monde. On découvre que mon père n'a pas d'ADN commun avec son petit-fils. Donc là, c'est manifeste. Et moi, je me dis, non, mais j'attends mon résultat à moi pour être sûre. Et finalement, mes résultats sont arrivés. Bon, là, j'ai été sûre, mais
C'était pas clair pour moi. Et c'est ma mère qui m'a appelée en me demandant si on avait reçu les résultats. Je lui ai dit, écoute, ouais, c'est bizarre, on n'a pas d'ADN commun. Et là, ma mère me répond une phrase que je comprends pas ce qu'elle me dit. Je pense que je n'ai pas envie de comprendre. Et elle m'appelle le lendemain en me disant, il faut absolument que je te raconte l'histoire. Effectivement, mais c'est pas ce que tu crois. Sophie et sa mère se donnent rendez-vous le lendemain midi dans le 19e arrondissement de Paris, au marché Secrétan. On est dans une brasserie hyper bruyante à l'heure du déjeuner où tous les bureaux autour, les employés de bureau, tout le monde rit, tout le monde a les bruits de couteaux, de fourchettes. Et nous, on est au milieu de la salle. On nous a placés là où il restait de la place et elle m'a raconté son histoire. Et j'ai compris que, effectivement, j'avais un père biologique qui n'était donc pas le père qui m'a élevée, mais que c'était pas juste une histoire d'adultère, que c'était plus compliqué que ça. C'est l'histoire effectivement d'une jeune fille qui se fait avoir à un moment par un monsieur de 30 ans de plus qui guettait les petites provinciales qui arrivaient à la banque, qui lui joue la mélodie du bonheur, qui la charme, qui la séduit. Au départ, elle dit non, et puis elle est intriguée, elle est flattée. Elle a 20 ans et des poussières. Voilà, elle se fait avoir, sauf que le type, c'est un gros manipulateur, et que quand elle comprend, il est trop tard, et il la menace de la faire virer de son boulot, il la menace de tout dire à son mari, elle se sent coincée, elle avait très très peur de se faire virer. Je comprends que ma mère a été embarquée dans quelque chose qui l'a vraiment dépassée, quoi. Parce que ça a duré longtemps et que sur la fin, elle n'était plus consentante et ce type a abusé d'elle. Donc c'est violent aussi de se dire que cette personne n'était pas quelqu'un de bien. Et on pleure parce que c'est bouleversant. Ma mère me raconte son histoire. C'est la première fois que je vois ma mère fragile. Ma mère qui m'est toujours apparue comme une sorte d'entité toute puissante sur ma vie. D'un seul coup, j'ai une pauvre chose toute petite, toute fragile, qui pleure et qui me raconte quelque chose. On sent qu'elle libère quelque chose. C'est impressionnant, quoi. Donc moi, ça me fait pleurer aussi. Mais ouais, là, elle me raconte son histoire et c'est la première fois qu'avec ma mère, on se dit des choses vraies. Ma mère, sur l'instant, elle me dit « Mais de toute manière, pour toi, qu'est-ce que ça change ?» Bon, cette question, elle est forte parce que, oui, à la fois, ça change rien. Mon père, c'est le seul, l'unique, celui qui m'a aimé, celui qui m'a élevé, parce que c'est la définition même d'un père. En revanche, ça change tout parce qu'on a un besoin fondamental de savoir d'où l'on vient et de connaître ses origines. Donc, il y a une sorte d'élan vital qui fait que, oui, je fais des recherches sur Internet, je trouve sa date de naissance, sa date de décès. Comme il avait 30 ans de plus que ma mère, il est décédé. Et là, je découvre que j'ai plein de demi-frères et sœurs. Je ne sais pas s'ils sont vivants, je ne sais pas à quoi ils ressemblent. Et effectivement, ça m'intéresse. Mais c'est de la curiosité. J'ai pas spécialement envie d'intégrer une nouvelle famille. Sophie apprend que certains de ses demi-frères et sœurs sont décédés, mais elle ne sait pas pour les autres et ne cherche pas plus loin. Elle est bouleversée par la révélation de ce secret et décide de prendre rendez-vous avec un psychologue, parce qu'elle se dit qu'il l'aidera peut-être à digérer l'information. J'ai choisi un psy au hasard sur Doctolib. Je l'ai choisi sur photo. Pas du tout parce qu'il était beau, mais je cherchais une tête susceptible d'entendre mon histoire. Et lui, il avait une tête, je me suis dit, je peux lui raconter mon histoire. Et il m'a reçu 1 heure, il prenait des notes, il m'a beaucoup écouté parler. Et à un moment, il a relevé la tête et il m'a dit, c'est un film, votre truc. Je lui ai dit, oui, c'est vrai. Et il m'a dit, mais vous n'êtes pas du tout dépressive, je vous sens très très forte. Il me dit, je crois que vous n'allez pas avoir besoin de moi, gardez mes coordonnées. Au cas où, mais il dit, je crois que vous êtes très forte et que vous allez vous débrouiller toute seule. Et alors là, c'est une révélation. C'est la première fois qu'on me dit que je suis forte. Je suis plus une petite poupée de salon. Moi, du jour au lendemain, je me suis sentie super forte. J'ai repris les ascenseurs comme si de rien n'était. J'ai repris le métro. Et puis, j'ai plus peur de rien, en fait. Sophie rend le petit studio qu'elle louait. Quelques semaines après son rendez-vous chez le psychologue, en mars 2020, la France entière est confinée. Et Sophie est soulagée de ne pas voir ses parents pendant plusieurs mois. Car son père n'est toujours au courant de rien et c'est difficile pour Sophie de lui cacher. Mais même après le déconfinement, quand elle revoit enfin ses parents, Sophie garde le secret. Pendant 1 an, je respecte la volonté de ma mère qui me dit ne le dis surtout pas à papa. Elle a peur et puis elle me dit on ne sait pas la réaction qu'il peut avoir.
Et je comprends aussi, donc ça me fait porter un poids en plus. Pendant 1 an, j'ai une petite voix qui me dit « dis-lui, parce que si jamais demain il disparaît, tu t'en voudras tout le temps », puisque finalement on avait des rapports assez distanciés. Et une petite voix qui me disait « bah ouais, mais tu vas lui révéler un truc un peu lourd, là, ça va peut-être lui gâcher ses dernières années, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Et ça, c'est une question, c'est compliqué, quoi. Et c'est grâce à mon fils, encore une fois, que j'ai pris cette décision de lui dire. Parce qu'il m'a dit, je te préviens, si un jour papy me demande si j'ai reçu les résultats de son test, je pourrais pas lui mentir. Je veux bien faire comme s'il se passait rien, tant qu'il m'en parle pas, j'en parle pas, mais si un jour il me pose la question, je lui mentirai pas. Et ça, c'est une révélation pour moi. Je me dis, mais oui, mais il a raison. Là, si je lui demande de se taire, ça veut dire que je transmets le secret à la génération qui vient, et puis je vais peut-être transmettre aussi des névroses avec, et puis c'est pas possible, quoi. Je me rends compte que j'ai envie de privilégier la génération qui arrive et d'en finir avec ce secret. Et là, je décide de le dire moi à mon père, puisque ma mère ne le fera pas. On s'est retrouvés tous les deux dans les bois, l'endroit préféré de mon père. Et voilà, et j'ai choisi mes mots. Et je lui ai dit les choses calmement, et il a été super. Il a été super parce qu'il n'a pas du tout réagi avec colère. Et il a été très classe parce que la première chose qu'il m'a dite, c'est « dans ton malheur, tu as de la chance » parce que c'était un type brillant. Donc il a plus pensé à mes gènes qu'à sa douleur. C'est-à-dire que pour lui, ce type qu'il avait connu, c'était quelqu'un qui avait réussi. Et je pense que mon père a dû l'admirer à une époque. Alors qu'en vrai, je pense que c'est pas quelqu'un de bien du tout. Mais voilà, j'ai trouvé ça très classe de sa part de penser à moi avant de penser à lui. Après leur promenade dans les bois, Sophie et son père rentrent à la maison, chez les parents de Sophie, auprès de leur famille. J'ai pas dit à ma mère à ce moment-là que je lui avais tout dit. Et je pense que ça infuse pendant des heures. Je m'inquiète même parce que je me dis c'est étrange. Il est étrangement calme. Je me dis à quel moment ça va sortir, parce que ça va forcément sortir. Et puis le soir, voilà, c'est arrivé. Il a fallu d'une étincelle, d'une broutille de la vie domestique pour que ça donne lieu à un haussement de voix entre mon père et ma mère. Et puis là, il s'est engouffré dans le truc et puis il lui a dit « Sophie m'a tout raconté ». Et là, c'était bien que je sois là parce que j'ai fait le lien. C'est moi qui ai temporisé, qui ai calmé mon père. Donc c'est une scène compliquée. Mais petit à petit, le calme est revenu. Ils se sont beaucoup parlé, je les ai laissés se parler tous les deux. Et aujourd'hui, je crois que l'équilibre est trouvé. Et même si cette histoire, elle reste présente et on ne peut pas revenir en arrière, je suis certaine que c'est une histoire qui finit bien et que les dernières années qu'on va passer ensemble seront beaucoup plus belles que s'il n'y avait jamais eu ce test ADN. Je crois que la vérité, c'est le meilleur des médicaments. Avec mon père, on s'est dit des choses qu'on ne se serait jamais dites. Moi, j'avais toujours cette angoisse avant de savoir tout ça. Je me disais, oh là là, si un jour je perds mes parents, on s'est jamais dit qu'on s'aimait. Et moi, j'avais ça tout le temps au-dessus de moi. Et grâce à ça, j'ai beaucoup parlé avec mon père. On s'est tout dit. On s'est tout dit. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. On est toujours très pudiques l'un envers l'autre. Mais voilà, on s'est dit l'essentiel, quoi. J'aurais pas ce regret-là et ça, c'est hyper important. Ambre, aujourd'hui, Sophie parle ouvertement avec son mari et ses 2 fils de son histoire. C'est pas un sujet tabou ? Non, pas du tout. Ils en ont toujours parlé très ouvertement. Dès les premiers doutes, au moment où Sophie reconnaît ce nom qui lui est familier sur le test ADN de son fils, elle en parle ouvertement à son mari et ses enfants. Alors, c'est plus sur le ton de la blague au début, mais en tout cas, elle en parle. Et au moment où sa mère lui confirme que son père qu'il a élevé n'est pas son père biologique, pareil, elle leur en parle et ils l'ont complètement soutenue dès le début. Est-ce qu'elle a retrouvé d'autres personnes en lien avec son père biologique ? Non, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle n'avait retrouvé personne de sa famille biologique, mais qu'en même temps, elle avait un peu arrêté de chercher. Comme elle le dit dans le sujet, elle cherchait plus par curiosité que dans le but de retrouver une espèce de famille. C'était pas du tout son but. Par contre, elle est restée en contact avec l'homme dont le nom est apparu sur le test de son fils. C'est donc le petit-neveu de son père biologique, et elle m'a dit qu'ils s'entendaient très bien et qu'ils continuaient à s'envoyer des messages de temps en temps. Alors, ces tests ADN à faire soi-même, ils connaissent
un très grand succès. Est-ce qu'on sait si ça a donné lieu à beaucoup d'histoires comme celle de Sophie ? Alors c'est difficile à dire parce que c'est pas vraiment quantifiable, mais j'ai vu passer quelques témoignages dans ce sens dans les journaux ou sur Internet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs pour ce genre de test. En France, pour le test MyHeritage, par exemple, donc c'est celui qu'a fait Sophie, il y a entre 100 et 200 000 personnes qui font le test chaque année, selon l'INSERM. Et donc, plus il y a de monde qui fait le test, plus il y a de données et plus il y a de probabilités qu'il y ait des correspondances qui soient révélées entre des personnes. Et pour l'instant, on le rappelle, ils sont totalement interdits en France. C'est normalement même interdit d'en acheter sur Internet. Oui, c'est complètement interdit parce qu'en France, selon la loi, seul un médecin ou un juge peut autoriser un test ADN et seulement dans un but médical ou de recherche scientifique. Donc on n'a même pas le droit en fait de les acheter sur Internet et si on le fait, on risque en théorie une amende de 3 750 €. Merci Ambro Rosala et merci à Bérangère Lepetit pour son aide. Je rappelle les références du livre de Sophie Brugeil, Une histoire de gènes, c'est édité chez Flammarion. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Sarah Amni et Thomas Valogne. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Et puis si vous aimez Code Source et que vous voulez nous le dire ou nous laisser un commentaire, n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.